Bonjour les secondes, je reviens vers vous avec ce nouveau chapitre de mécanique qui est aussi le dernier. Donc nous voici au chapitre P5 qui s'intitule Le principe d'inertie. C'est un chapitre très important pour la suite de ce que vous allez faire l'année prochaine pour ceux qui choisissent la spécialité physique-chimie, puisque c'est un des 3 principes fondamentaux qu'a énoncé Isaac Newton, que nous allons découvrir cette année. Alors dans un premier temps, il va falloir distinguer 2 choses, ce qu'on appelle le bilan des forces ou la somme des forces. Effectuer le bilan des forces, c'est faire la liste de toutes les forces s'appliquant sur un système. C'est très simple, on fait juste une liste exhaustive de toutes les forces avec leur nom et leur symbole qui s'appliquent sur le système qu'on étudie. Faire la somme des forces, c'est plus mathématique. En fait, faire la somme des forces, c'est additionner tous les vecteurs forces s'appliquant sur un système. Alors, pour bien voir la nuance entre les deux, on va partir d'un exemple. Voici l'exemple, un skieur descend sur une pente sans spécialement d'action extérieure, si ce n'est les frottements ici de la piste. Alors faisons dans un premier temps le bilan des forces. Donc le bilan des forces, si je reprends la définition, c'est faire la liste de toutes les forces. Donc si on liste les forces, on commence par la force qui est toujours présente, le poids, P du skieur. Je vous rappelle que P égale M, la masse du skieur, fois G, la valeur de la gravité sur la Terre. L'autre force ici, c'est R, la réaction du support. On remarque que le poids est vertical descendant, que la réaction du support est perpendiculaire à la pente vers le haut. Et la dernière force, la force de frottement du sol sur les skis, qui est ici notée F, et qui est parallèle à la pente et qui va dans le sens opposé au mouvement. Si maintenant je dois faire la somme des forces, je dois donc additionner tous les vecteurs forces. Donc là, c'est purement mathématique. Pour additionner des vecteurs, il faut les mettre bout à bout. Donc je commence par le premier vecteur de mon choix. Je vais prendre le vecteur poids, le vecteur P. Je représente ici le vecteur P. Au bout du vecteur P, j'additionne le vecteur F. Je garde bien le même sens, la même direction et la même norme pour le vecteur. Et au bout de ce vecteur F, donc là j'ai fait P plus F, je rajoute la réaction du support, le vecteur R. P plus F plus R, dans ces cas-là, on est parti de ce point-là et on revient à ce point-là. Dans notre situation, on dit que la somme des forces est égale, comme on revient au même point, au vecteur nul. Donc on verra ce que ça implique pour le mouvement par la suite. Donc voilà ce qu'est la différence entre le bilan des forces et la somme des forces. Alors revenons à notre principe d'inertie par une petite expérience de pensée qu'avait imaginé Galilée dans les années 1600. Donc Galilée demandait qu'on s'imagine dans un TGV. Alors évidemment, c'est moi qui ai écrit le TGV, vous vous doutez bien que dans les années 1600, le TGV n'existait pas. Galilée avait imaginé dans un bateau, j'ai pris un TGV, sans fenêtre et insonorisé. Ces deux conditions, sans fenêtre et insonorisé, sont très importantes. Donc, imaginez-vous dans ce TGV sans fenêtre et insonorisé, il vous est impossible de savoir si le TGV est à l'arrêt ou en mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme implique une vitesse constante. Imaginez la situation, vous ne pouvez pas savoir si le TGV est à l'arrêt ou en mouvement rectiligne uniforme. Donc, physiquement, on ne peut pas faire la différence entre immobile ou en MRU. MRU, qui sont les initiales de mouvement rectiligne uniforme. Donc cette différence entre l'immobilité
et le mouvement rectiligne uniforme en physique est difficile à faire. En tout cas, pour le principe d'inertie, on ne fera pas la distinction entre les deux. Par contre, si maintenant le TGV freine, ou s'il accélère, on a bien une modification de la valeur de la vitesse. Ou encore si le TGV tourne, on a une modification de la trajectoire. Alors à ce moment-là, même dans un TGV sans fenêtre et insonorisé, vous sentez la modification. Donc, cette expérience de pensée a amené Galilée à exprimer pour la première fois un principe qu'il a appelé le principe d'inertie. Le mot inertie veut dire, étymologiquement, la résistance au changement. Donc, il a exprimé ce principe d'inertie en 1638 et il a dit qu'un objet qui n'est soumis à aucune action se voyait alors dans un état immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Donc je répète, si un objet n'est soumis à aucune action, alors cet objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. La double flèche ici signifie que ce principe est valable dans les deux sens. Je peux aussi dire que si un objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors cet objet n'est soumis à aucune action. Le problème, c'est que Galilée a dû rajouter une petite précision à son principe, puisque un objet n'est soumis à aucune action, c'est impossible sur la Terre. Pourquoi ? Bien à cause de la gravitation. Tout objet à la surface de la Terre est soumis à la gravité, donc tout objet a un poids. Donc il y a toujours au moins une force qui s'applique sur un objet à la surface de la Terre. Donc il a rajouté un objet n'est soumis à aucune action ou à des actions qui se compensent. Alors ce principe date de 1638 et il y a un autre scientifique qui a repris les idées de Galilée et qui les a mathématisées. Ce que vous adorez évidemment, c'est Isaac Newton. Isaac Newton qui est très important dans l'évolution de la mécanique et dans la compréhension de notre monde, puisque ces trois principes de la mécanique que j'évoquais au début de la vidéo sont les trois lois de Newton. Nous nous intéressons à la première loi de Newton, qui s'appelle le principe d'inertie, énoncé en 1686. Donc je reprends la phrase de Galilée, ici. Si un objet n'est soumis à aucune action ou à des actions qui se compensent, alors cet objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Et Newton, il a mathématisé ça. C'est-à-dire qu'un objet n'est soumis à aucune action ou à des actions qui se compensent. Cela signifie donc, que la somme, ce sigle-là qui veut dire sigma, qui s'appelle sigma, veut dire somme des forces, est égale à 0, vecteur nul. S'il y a 3 forces, comme c'était le cas avec notre skieur, somme des forces, ce serait égal à P plus R plus F. Et c'était bien égal au vecteur nul tout à l'heure. À ce moment-là, l'objet est immobile. Si l'objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, Newton a donné la version mathématique en disant que le vecteur vitesse est alors égal au vecteur nul, ou alors que le vecteur vitesse est égal à un vecteur constant. On parle bien d'un vecteur, puisque tout à l'heure on a dit qu'il fallait que la trajectoire ne soit pas modifiée. Donc si le vecteur vitesse reste constant, cela signifie donc qu'il garde la même direction, le même sens et la même valeur. Donc cette petite flèche ne paraît pas grand-chose, mais elle est très importante dans l'énoncé du principe d'inertie et globalement dans la mécanique. Maintenant, on va énoncer le principe d'inertie tel que vous devez le connaître en classe de seconde. Je réécris ici la version mathématique d'Isaac Newton. Et donc, dans un référentiel galiléen, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors ce système persévère dans un état de repos,
ou dans un mouvement rectiligne uniforme. Alors, petite précision sur ce mot galiléen, qui vient donc de Galilée. Vous reverrez plus tard qu'un référentiel galiléen, c'est tout simplement un référentiel dans lequel on peut appliquer les lois de Newton. Et comme là, forcément, le principe d'inertie est une loi de Newton, par définition, le référentiel utilisé sera galiléen. Mais ça, c'est un détail. Ce qu'il faut bien retenir, c'est plutôt la deuxième partie. Si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors ce système est dans un état de repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Alors, là, on a affiché le principe d'inertie. On peut prendre le principe d'inertie à l'inverse, ce qu'on appelle mathématiquement la contraposée du principe d'inertie. Au lieu de dire si la somme des forces est égale au vecteur nul, on va dire si la somme des forces n'est pas égale au vecteur nul. Alors, le vecteur vitesse n'est pas nul ou le vecteur vitesse n'est pas égal à un vecteur constant. C'est la même chose que le principe d'inertie, mais c'est la contraposée, on prend le contraire. Donc si je dois l'énoncer par une phrase, dans un référentiel galiléen, si les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors ce système n'est pas au repos et n'a pas un mouvement rectiligne uniforme. C'est ce qu'on appelle donc la contraposée du principe d'inertie. Une petite définition maintenant, la définition de ce qu'on appelle une chute libre en physique. En physique, on dit qu'un système est en chute libre quand il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Donc un objet qui n'est soumis qu'à son poids est dit en chute libre. Alors, voyons maintenant deux exemples. Le premier ici, c'est donc un camion qui porte un bloc de glace ici, et le camion va se mettre en mouvement. Le bloc de glace est tombé, semble-t-il. Ça vous paraît logique? Voyons maintenant, physiquement, pourquoi. Alors, quand on étudie ce type d'exercice, il faut préciser le système que l'on observe. Ici, c'est le bloc de glace. Donc on s'intéresse au mouvement du bloc de glace. On précise aussi le référentiel. On regarde le bloc de glace par rapport au référentiel terrestre sol. Donc on regarde le mouvement par rapport au sol. Dans la première situation, le bloc de glace est posé sur le camion. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le bloc de glace? Évidemment, il y a son poids, P, vertical descendant appliqué au centre de gravité grand G. Et il y a aussi une autre force, la réaction du support. Là, le support, c'est le camion, qui s'applique au point de contact et qui est vertical ascendant. Si je fais la somme des forces, P plus R. Je remarque donc que si je mets P plus R bout à bout, je retombe au même endroit. Donc ici, somme des forces égale P plus R égale vecteur nul. D'après le principe d'inertie, si la somme des forces appliquées à un système est égale au vecteur nul, alors ce système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, le bloc de glace est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme sur le camion. En l'occurrence, il est immobile. Deuxième situation, cette fois au moment où le bloc de glace se retrouve ici, donc il n'est plus sur le camion. À ce moment-là, que se passe-t-il? Il n'est plus soumis qu'à son poids. Donc la somme des forces n'est pas égale au vecteur nul, puisque P égale M fois G, le bloc de glace a une masse. À ce moment-là, la somme des forces n'est pas nulle. Donc, le bloc de glace n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme. En l'occurrence, on voit bien que, d'après la seule force qui s'applique dessus, il va être en mouvement vers le bas. Il va donc, évidemment, tomber.
et comme il n'est soumis qu'à son poids, il est en chute libre. Et troisième moment, lorsque le bloc de glace se trouve au sol, eh bien on se retrouve dans la même situation qu'au départ, sauf que cette fois, on a toujours le poids. On a une réaction du support, simplement le support n'est pas le même, on n'a pas comme support le camion, mais le sol. Et on se retrouve encore une fois avec la somme des forces qui est égale à P plus R égale 0, et donc un système immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi on traite plutôt un exemple ici avec un bloc de glace? Tout simplement parce que, vous le savez très bien, la glace exerce peu de frottement. S'il y avait des frottements ici, ça donnerait un exercice un petit peu plus compliqué. Là, le bloc de glace permet une utilisation simple du principe d'inertie. Deuxième exemple, une orange, ici, qui est accrochée à un système, par un fil à un système mécanique, et ce système mécanique va s'ouvrir pour lâcher l'orange. C'est très basique comme petites expériences. En gros, on tient un objet et on le laisse tomber. Vous vous doutez bien qu'il va tomber. Mais physiquement, on peut l'expliquer, encore une fois, par le principe d'inertie. Donc on étudie le système orange dans le système terrestre, dans le référentiel terrestre sol. Au départ, l'orange est soumise à plusieurs forces. Son poids, bien évidemment, vertical descendant, mais aussi la tension du fil, ici, verticale ascendante. Si j'effectue la somme des forces, P plus T, si je fais P plus T, je retombe bien au même point, au point de départ. Donc, P plus T égale vecteur nul, ce qui explique donc que cette orange est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. En l'occurrence, elle est immobile. Maintenant, à partir du moment où le fil a été lâché ici, la tension du fil n'existe plus. Et donc, cette orange n'est plus soumise qu'à son poids. Et bien, comme pour le bloc de glace juste précédemment, la somme des forces ici est égale au poids. Et le poids égale m fois g, l'orange a une masse. Et donc, ce n'est pas égal au vecteur nul. Cette orange ne sera donc plus immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, mais bel et bien en chute libre. Et une chute libre, si on n'est pas en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la vitesse n'a pas une valeur constante, ni une direction constante. En l'occurrence ici, elle gardera la même direction et le même sens, mais un objet qui chute de cette manière-là voit sa vitesse augmenter, donc nous aurons un mouvement rectiligne accéléré. J'espère avoir été clair dans cette vidéo. En route maintenant vers le TD P5, à vous de jouer, et on se retrouve pour de la chimie d'ici quelques jours. Bon courage, à bientôt.